D'abord, Ricoeur disait avec sa grande générosité, je tiens tous les livres ouverts devant moi. Il s'opposait, ce faisant, à l'idée d'un clivage absolu entre les anciens et les modernes. Un clivage à un moment donné défendu par Luc Ferry notamment. Il y avait la philosophie depuis Kant et la philosophie avant Kant, la philosophie des les anciens qui toléraient l'esclavage, je ne sais pas quoi d'autre. Je pense qu'il est revenu d'ailleurs de cette position tranchée. Mais moi, je tiens devant moi aussi bien les ouvrages de philosophie que les ouvrages de littérature. Parce que je leur demande la même chose, au fond. Je leur demande et ils doivent étancher ma soif de connaissance. Je lis pour beaucoup de raisons. Je lis pour me distraire, les romans. Je lis pour, pour vibrer à de belles histoires. Mais je lis aussi pour connaître. Je lis Anna Karénine pour en savoir plus sur l'amour. De même qu'Henry James, de même que Proust. Et ma vie se passe entre James et Proust, justement. Parce que, voilà, lequel je préfère, lequel me paraît le plus juste. Au bout du compte, je dirais que c'est James. Parce que Proust ferme toutes les portes. Proust a une cruauté tout à fait terrible. Il n'épargne aucun de ses personnages. Aucun. Aucun. Il n'épargne pas l'amour, qui est une illusion, l'amitié non plus, qui est une illusion. C'est un auteur extraordinairement dur, Proust. Très drôle dans sa cruauté, mais très dur. Je pense que la palette d'Henry James est plus ouverte. Vous voyez, je me balade entre les deux dans mon désir de mieux comprendre l'existence. Alors, je dirais simplement que la tentation de la philosophie, c'est nihil sine ratione. La tentation de la philosophie, c'est Leibniz, c'est-à-dire, en effet, le principe de raison suffisante. Il me semble que la littérature fait droit à la contingence. C'est très vrai dans tous les romans de Philippe Roth, la part du hasard dans la vie, du destin ou du hasard, c'est la même chose. Et c'est ce que j'apprécie particulièrement dans la littérature. C'est cela, c'est-à-dire cette idée justement que la vie met en échec le principe de raison. Mais mon existence intellectuelle est un va-et-vient perpétuel entre la littérature et la philosophie. Voilà. Les sciences sociales, ça dépend. Quand c'est le Goff, ça va. Quand c'est pas le Goff, ça va pas. Alors, il y a un livre magnifique qui aborde cette question, c'est La Muse démocratique de Mona Ozouf. Un essai qu'elle a consacré justement à Henry James. C'est un des plus beaux livres de Mona Ozouf. Et elle parle de sa jeunesse communiste. Elle a été communiste avec François Suret dans les années jusqu'en 56 à peu près. Et elle dit, quand nous étions communistes, nous croyions à l'engendrement de l'homme par l'homme. Tout être nous semblait réductible à son histoire et non à sa nature, dont nous nous efforcions de bannir jusqu'à l'évocation. Nous tenions pour assurer que rien n'est naturel de ce qui advient aux hommes et aux femmes, ni les inégalités bien sûr, toujours sociales, injustice donc plus qu'inégalité, ni le sexe, ni la souffrance, ni même la caducité ou la mort. Si bien qu'à tout instant, l'être humain est ce que font de lui ses entours. Voilà. Et d'un autre côté, elle sentait bien que ça ne tenait pas tout à fait. Donc, elle étouffait dans cette vision du monde hyper politique qui était la sienne. C'était l'époque, en effet, du tout est politique. Ce qui voulait dire tout est réductible à l'histoire, en réalité. Et elle souffrait de ce qu'elle pensait, d'une certaine manière. Et elle dit, elle a cette phrase très belle,
la littérature, en lisant des romans, à la place de l'individu anonyme perdu dans la foule solitaire, nous retrouvions l'individu sujet, sa nature et ses singularités. La littérature était notre échappée belle, notre bouffée d'air libertaire, notre paisible hérésie. C'est exceptionnel, c'est extraordinaire. Donc, ça a été ça, la littérature, justement. Par rapport, non pas à la politique, mais où tout est politique. Où tout est réductible à l'histoire, à la lutte de classe, que sais-je encore. Donc, oui, la littérature a joué et doit continuer à jouer à cet égard un rôle considérable, mais d'un autre côté, il faut savoir être modeste. Et je pense à une phrase magnifique de Nicolas Gomez Davila. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. C'est un auteur de Maxime, justement. Je n'en ai pas trouvé pour Pêcheur de perles. Colombien, réactionnaire affirmé, ami de Garcia Marquez, cela étant, et aussi grand auteur de Maxime que Sioran. C'est un génie. Et j'en ai une à laquelle je pense, en écoutant cette question. L'intellectuel n'oppose pas à l'homme d'État l'intégrité de l'esprit, mais le radicalisme de l'inexpérience. Et ça, c'est important. C'est-à-dire, un écrivain ou un intellectuel qui se mêle de politique dit parfois de terribles bêtises. Bêtises toujours inspirées par les bons sentiments, bêtises compassionnelles. Mais il faut faire très attention à cela. Il n'y a pas de supériorité dans le domaine politique au sens strict du terme de l'écrivain sur l'homme moyen et a fortiori sur l'homme politique. Et je pense à Raymond Aron. Vous savez, Raymond Aron, très jeune, plein d'allant, plein de fougue, en 1936, il fait un cours de politique au ministère des Affaires étrangères et le directeur de cabinet du ministère des Affaires étrangères, à la fin de son cours, lui dit « tout ça est très très intéressant, mais qu'est-ce que vous feriez à la place du ministre ?» Et Raymond Aron a gardé cette phrase dans sa tête tout le temps. Donc à peine écrivait-il un éditorial, c'était en se demandant « mais qu'est-ce que je ferais à sa place ?» Qu'est-ce que je ferais à sa place? Donc il faut garder la tête sur les épaules. La littérature nous apporte quelque chose de très important, une ontologie de l'individu, et ça qu'il ne faut jamais oublier, contre la tentation de penser par masse, mais d'un autre côté, le littéraire, l'intellectuel, ne doit pas se prévaloir d'une sorte de supériorité émotive, en quelque sorte, sur l'homme politique. Je pense que Oumana Ozouf, pour la citer encore une fois, disait de la France que c'était une patrie littéraire. C'est vrai. La littérature tenait une place centrale dans la définition que la France se donnait d'elle-même. Ernst Curtius, le célèbre philologue allemand, allait dans le même sens. Il disait « la littérature occupe en France la place que la musique occupe en Allemagne ». Ça, il le disait en 1925, mais ce n'est plus vrai. Nous sommes entrés, et la France avec les autres, dans une société post-littéraire. Ça, c'est l'évidence. Bon, c'est-à-dire l'âge de la graphosphère est aujourd'hui révolu. Nous sommes de plein pied dans la vidéosphère, il suffit d'ouvrir les yeux. Les écrans. Alors on lit quelquefois sur les tablettes, mais enfin, bon, les écrans prennent toute la place, et on commence d'ailleurs à s'en inquiéter, ce qui quand même est à hurler de rire. C'est-à-dire que quand, il y a quelques années, on disait c'est pas possible de mettre les enfants devant les écrans, on vous regardait comme un passéiste, un arriéré, un fou, et maintenant on réunit des experts pour constater l'évidence. Mais je pense qu'il est vraiment très tard, sinon trop tard. Les gens lisent de moins en moins, et ils lisent, quand ils lisent, de plus en plus n'importe quoi. N'importe quoi. C'est d'ailleurs dans les années 60, 70, 80, même, jusqu'à
presque la toute fin du XXe siècle, on lisait des essais de très grande qualité. En 1966, Les mots et les choses de Michel Foucault a été un best-seller, mais aussi les livres de Jacques Le Goff, de Georges Duby, grand livre d'histoire, d'autres, de Leroy Ladurie. C'est fini. C'est fini. Et ce qui est très grave, c'est que l'école, aujourd'hui en France, joue un rôle dans cette désaffection. Voilà pourquoi je reviens à ce thème de la transmission. La démocratie contemporaine n'est pas simplement un régime. Tocqueville nous l'a appris. C'est un mouvement, c'est un processus d'égalisation des conditions. Ce processus se traduit donc par le refus de toutes les hiérarchies, notamment celle de l'élève et du professeur, ou, si vous voulez, et même de l'adulte et de l'enfant. Tout est égalisé, et donc, à l'école, l'idée de culture générale en vient peu à peu être remplacée par celle de culture commune. La culture commune, c'est ce dont les enfants ont besoin pour se réaliser, pour s'épanouir. Et pourquoi accorder un crédit particulier à des textes sacrés que seraient justement les livres de la tradition? Pas d'admiration préalable. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, on va, dès leur plus jeune âge, enseigner aux élèves l'esprit critique. Mais cette phrase est absurde. Pas enseigner l'esprit critique aux élèves face à Bérénice ou Madame de Bovary. On va leur montrer pourquoi ces livres sont admirables. Ils sont admirables. Et d'ailleurs, les œuvres classiques, disait Borges, sont celles qui éveillent en nous une admiration préalable et une mystérieuse loyauté. Et cette loyauté est brisée par le processus égalitaire dont Tocqueville déjà nous parlait. Donc voilà, c'est un certain nombre de raisons qui me donnent à penser que nous sommes entrés de plein gré dans une société post-littéraire. Kundera est important pour moi depuis très longtemps. J'ai lu La plaisanterie quand il est paru, août ou septembre 68. Ça a été déjà un ébranlement. Enfin, je n'ai pas pour autant cessé d'être gauchiste à ce moment-là, mais le gauchisme se présentait lui-même comme un anticommunisme, donc on pouvait lire La plaisanterie. Et ça entamait déjà un travail de sape dans mon esprit grégaire. Et c'est un livre que j'ai trouvé absolument extraordinaire. Absolument extraordinaire. Donc, ensuite, je me suis déjà attaché à Kundera. Ensuite, j'ai lu tous les livres qui paraissaient, avec une prédilection particulière, déjà, pour le livre du rire et de l'oubli. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer Kundera. Je travaillais dans une petite cellule créée par Michel Foucault, reportage d'idées pour le Corriere della Sera. On voulait chercher les idées là où elles naissaient. Moi, je suis allé avec Benny Lévy en Israël et en Égypte pour analyser le processus de normalisation entre ces deux pays. Benny Lévy m'a quitté au milieu du gué parce que Sartre est tombé malade. Il a été hospitalisé. D'ailleurs, on devait le voir au retour de ce voyage. J'allais rencontrer Sartre, ce qui quand même représentait quelque chose d'inouï, même si j'étais déjà plus camusien que sartrien. Donc,
j'ai fait ça. Et puis à un moment donné, j'ai proposé à Foucault, je lui ai dit, je voudrais faire un entretien avec Kundera pour le Corriere della Sera. Foucault était enthousiaste, donc je me suis acharné parce que quand je téléphonais, ça répondait jamais, etc. Mais j'ai été très obstiné. Je l'ai rencontré, l'entretien s'est fait, ça a été publié dans l'Express aussi. Et puis, miracle pour moi, une amitié est née. Et j'ai trouvé un homme qui était égal à son génie. C'est assez rare. J'ai fait la même expérience avec Philippe Roth. C'est mes 2 chances de vie. Philippe Roth que j'ai connu grâce à Kundera. Je lui parlais de lui. Un jour, Kundera avait écrit un article sur le professeur de désir dans Le Monde de Philippe Roth. Et moi, je vais voir Kundera, je me dis, c'est pas possible. Moi, c'est mon auteur préféré, etc. Comment ça se réunit? Alors, Roth vient en France, va voir Kundera, et je suis invité à ce dîner. Donc, voilà. Et là aussi, une amitié beaucoup moins suivie. Parce que Philippe Roth habitait entre l'Angleterre et le Connecticut, mais quand même une amitié aussi. Et ces 2 auteurs qui ont immensément compté pour moi. Kundera, je l'ai dit, nous arrivait avec ses livres et une histoire de la littérature qui nous libérait d'une conception stéréotypée et invivable de la modernité. Et puis, Kundera, ce sont des romans qui pensent, c'est-à-dire son obsession à lui, c'était de réconcilier le roman et l'essai, sans que les romans ne tombent dans le piège du roman à thèse. Son modèle, c'était Musil, mais il voulait faire aussi bien, sinon mieux. Et moi, j'étais comblé. Vous lisez L'insoutenable légèreté de l'être, il y a un va-et-vient constant entre l'histoire passionnante et la réflexion. Une réflexion sur toutes sortes de sujets politiques, philosophiques, ontologiques. L'insoutenable légèreté de l'être. Et de même avec l'immortalité. Et puis, j'ai aimé aussi passionnément son dernier roman, L'ignorance. Voilà, ce que c'est aujourd'hui que le retour à Ithaque. Donc, voilà, j'ai trouvé dans Kundera me comble à cause de cette convergence en lui du récit, du roman et de la pensée.